Dans ce nouvel épisode de Cœur de Papa, j'ai eu l'immense honneur et privilège de recevoir un de mes mentors, Pierre Dufraisse. Avec lui, on va évoquer sa future paternité, on va parler de stoïcien, on va parler d'écologie, on va parler d'accouchement naturel. Un épisode qui recèle de plein de pépites. Je vous laisse découvrir ça et j'espère que ça vous plaira autant que ça m'a plu de l'enregistrer. Bienvenue dans le cœur de papa. Je suis Aurélien, papa des 4 merveilleux enfants que vous venez d'entendre. Et je vais vous partager mes aventures et réflexions d'être un papa à 100%. Au programme, ma vision de la parentalité, de la paternité, de l'instruction des enfants, de leur santé et de la mienne, et de l'intégration de tout ça dans le quotidien. Entre doux rêve et réalité, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Pierre Dufraisse et je vais vous présenter qui est Pierre Dufraisse pour moi et puis après je le laisserai se présenter lui. Aujourd'hui, Pierre Dufraisse, c'est quelqu'un qui a profondément influencé ma vision du monde. Il a su planter en moi des graines qui ont commencé à germer, comme le stoïcisme à travers la découverte du livre de Patrice Franceschi, Éthique du samouraï moderne, que je recommande aussi à tout le monde maintenant, mais aussi et surtout l'idée de reprendre le pouvoir sur notre pleine santé, et au-delà de la santé, le corps, le cœur et l'esprit. C'est grâce à Thierry Cadasnovas que je t'ai découvert, et tout de suite ton discours, ton parcours, ta pédagogie, dans tes premières vidéos avec Jean-Louis m'ont captivé. Mais au-delà de ça, il y a aussi cette culture du Japon, de la pop culture que tu portes, qui m'a fait prendre conscience des belles valeurs que l'on peut extraire de Dragon Ball Z notamment, et surtout tu m'as fait découvrir One Piece. Et aujourd'hui, j'ai un peu le sentiment d'être Luffy qui, à peine monté sur son bateau, aurait la chance de recroiser Shanks. Voilà, c'est vraiment un honneur pour moi de t'avoir sur mon propre podcast. Et pour conclure, Pierre Dufraisse, c'est un expert dans son domaine, quelqu'un qui incarne pleinement ce qu'il enseigne, un samouraï moderne devenu sensei. Merci Aurélien, merci infiniment. Ah là là, quel joli mot. Mais je vais rien rajouter à cette présentation, c'est parfait. Je suis tellement touché. Les références que tu as citées, pour ceux qui ne le connaissent pas, si un jour vous découvrez les œuvres qu'Aurélien a citées, vous comprendrez à quel point c'est fort, puisque ça s'inscrit dans une dynamique euh, de vécu, d'une aventure humaine. Et quand quelqu'un vous salue votre aventure humaine, quand elle dit salue votre chemin, c'est très touchant. Voilà, quand on vous dit, le chemin que tu as arpenté jusque-là, tu peux en être fier, c'est extrêmement touchant, donc merci infiniment. Si je pouvais te renvoyer la balle, tu m'as énormément inspiré en tant que papa. C'est de ça dont on va parler aujourd'hui, puisque moi, je vais bientôt sauter dans la vraie aventure. Jusqu'à présent, les aventures, elles étaient sympas, mais c'était pas la vraie aventure. La vraie aventure de la vie, elle va commencer dans quelques mois pour moi, et c'est toi mon sensei dans cette aventure-là. Donc, j'ai hâte qu'on échange. Ah, merci beaucoup. Euh, j'ai quand même envie de te poser la question, parce que tu nous as posé la question à la retraite, et tu l'as aussi évoqué dernièrement dans une newsletter. Où tu nous fais un peu réfléchir sur nous-mêmes, tu nous poses la question. Et j'aimerais quand même te poser la question pour avoir un peu l'exemple et peut-être montrer comment ta façon de penser, quand tu te présentes, tu nous dis qui est Pierre Dufraisse. Qui, voilà. Selon toi, maintenant, tu as une présentation plus personnelle, introspective. Maintenant, comment toi tu te présenterais et qui est Pierre Dufraisse? Ouais, c'est une question existentielle et essentielle. Parce qu'elle est essentielle dans le sens premier du terme, c'est-à-dire qui définit l'essence de. Et cette question-là est impermanente, c'est-à-dire on doit la renouveler régulièrement parce qu'elle se met à jour, celle-ci. Je vais bientôt pouvoir dire que je suis père de famille, comme si c'était mon identité, alors que je ne le suis pas encore. Tout ça, ça change. Et prendre conscience que cette question, elle est fondamentale parce qu'elle fait ouvrir les yeux sur le fait que les choses sont impermanentes.
dont notre identité et l'idée qu'on se fait de soi. Donc c'est en ce sens qu'elle est riche d'enseignements. Moi, j'ai toujours voulu, quand on me pose cette question, répondre: «Je suis un homme libre». Libre de changer, hein, c'est le message de Luffy dans One Piece, c'est: «Je suis libre» et c'est quand je suis le plus libre que je suis le plus heureux et c'est quand je suis le plus libre et le plus heureux que je suis le plus puissant. Vraiment, la puissance vient de la liberté. Une personne libre ne dit pas qu'elle est libre, elle se colle pas ça sur le visage. Mais si vraiment on insiste pour me le demander, je cultive ma liberté. Je suis un homme libre, c'est-à-dire une personne qui est capable de fournir une pensée qui lui est propre et des actes qui suivent cette pensée. Hem, Ça, c'est vraiment, l'idéal que je ferais de la description de moi-même. En tout cas, c'est l'idéal vers lequel je tends et que quand je sens que je m'égare de cette liberté, qu'il y a des choses qui m'en empêchent, qui est une valeur cardinale pour moi. Et une autre question que j'utilise souvent, heu, quand j'accompagne ou que j'encadre des gens ou via les newsletters que tu as cités, c'est non seulement qui est, voilà, nom et prénom, qui êtes-vous quoi? Comment vous définissez-vous? Et après, quelles sont vos valeurs? Et pour moi, la valeur cardinale qui vient avant toutes les autres, c'est la liberté. Donc je suis un homme libre et la valeur que j'essaie de préserver, sauvegarder et je fais très attention aux choses qui peuvent l'entacher, c'est la liberté. Parce que sans liberté, il y aura pas de fraternité, il y aura pas d'égalité, les autres valeurs, françaises. La liberté, elle vient en première, c'est pour ça qu'on dit en premier liberté, égalité, fraternité. Hein, et pas une autre en premier. Donc la liberté avant tout, je suis un homme libre et après ça, eh bien, je suis l'autre leçon de cette question-là, c'est qu'on ne peut pas se définir, sans parler des autres. Tout ce qu'on va énumérer après, sa famille, son travail, je suis père de famille, je suis, heu, frère, je suis, peu importe, et ben, c'est un lien. En fait, on parle pas de soi, on parle du lien au monde. Ça, c'est vraiment une autre leçon. On ne peut pas vivre, isolé du reste du monde. C'est une leçon bouddhiste aussi. On prend pour séparé, indépendant, ce qui est complètement interconnecté et dépendant du reste. Donc on est dépendant du reste, on se qualifie, on est que grâce et par les autres. Donc je suis fils, parce que j'ai encore ma maman, je suis frère, j'ai une grande sœur, un grand frère, heu, je suis, un amant, un chéri comme on pourrait dire, parce que j'ai ma chérie, et je serai bientôt papa. Donc tout ça, c'est ce qui participe à mon identité qui est évidemment en évolution aussi. Hem et si on parle plus de mon identité, mais de mes activités, hem et bien j'aime transmettre et j'utilise énormément de canaux pour transmettre une certaine philosophie de la vie qui rejoint le stoïcisme dont tu as parlé. Je suis un petit de Patrice Franceschi en ce sens, heu, même si c'est une personne avec qui j'ai déjà correspondu, je ne l'ai jamais rencontré. J'espère un jour que je rencontrerai, mais c'est pas grave, si ça ne se fait pas parce que, les écrits qu'il nous a laissés sont suffisamment impactants, pour faire de lui un mentor. Donc je suis vraiment un descendant direct philosophiquement, des stoïciens et je tente d'exprimer donc cette volonté de vivre librement et en contrôle, hein, prendre ses responsabilités, c'est ça la liberté, qu'incarnaient les philosophes stoïciens, surtout les Romains. Et bien ça, j'essaie de le transmettre au goût du jour, c'est-à-dire en 2025. C'est bien beau de parler de Marc Aurèle, mais c'était il y a 20 siècles. Maintenant en 2025, comment on applique ces notions de stoïcisme? Et bien, c'est en défendant certaines valeurs comme en effet la liberté et d'autres et le libre arbitre. Voilà pour, le panel, pour la qui suis-je? Ben, merci beaucoup. Je pense que ça éclairera pas mal et effectivement, je trouve que tu remets vraiment bien le stoïcisme, comme tu dis, sans le citer, il faut pas se dire stoïcien, mais en tout cas, tu le remets vraiment au goût du jour et comme Patrice Franceschi l'a fait avec son manuel, ça a l'air et c'est un peu plus digeste aussi que lire Marc Aurèle pour moi qui ai C'est sûr. essayé. C'est c'est un peu plus simple de comprendre voilà, les messages qu'il y a derrière. Ouais, dernière petite parenthèse par rapport à Franceschi, si tu le sais pas, il a sorti un dernier bouquin il y a quelques mois et je l'ai découvert, je le savais pas et c'est un petit livre très court, qui s'appelle «Lettre à la petite fille qui vient de naître». Parce que et ça va très bien dans ton podcast, en fait et c'est très à propos parce Ah, que, il est devenu parrain. Il y a une de ses très bonnes amies qui lui a demandé d'être le parrain de sa petite fille et donc Franceschi, en fait, a écrit 24 lettres, des petites lettres, à cette filleule qui vient de naître, donc elle est encore bébé, afin qu'elle les lise quand elle aura 15 ans,
tu vois? Quand elle aura l'âge de les lire et c'est très touchant et c'est vraiment, heu, comment dire? Un ouvrage qui fait complètement écho à l'éthique du samouraï moderne, hein. C'est plus ou moins la même chose, mais en s'adressant à sa petite filleule, tu vois? C'est une perle, c'est une pépite. Il y avait l'éthique du samouraï moderne que j'emportais partout avec moi, maintenant il va y avoir celui-là parce que c'est encore plus touchant parce que tu vois, il parle c'est pas un maître japonais, c'est là, il parle vraiment à sa petite filleule, donc c'est magnifique. Donc vraiment lis-le si tu peux. Bah, là, tu l'as vendu direct. J'ai trouvé, je savais pas qu'il avait fait ça, mais je vais aller me renseigner là-dessus direct. Hem, Avant de rentrer là dans mes questions, sur la paternité, sur, le sujet, voilà, qui m'a amené à créer ce podcast. Et ben, j'ai envie de réagir un petit peu à et te faire réagir, et c'est même pas vraiment une question, ça va être plus voilà, une réaction. J'ai écouté ton podcast avec Joy, où voilà, Mmh. vous parlez de vos différentes activités, du livre, un petit peu de votre futur bébé qui arrive. Et il y a un petit passage qui m'a, alors choqué, c'est peut-être un peu fort, mais interloqué, ou en tout cas un peu perturbé. C'est que tu fais la métaphore, de l'écriture du livre et de votre futur bébé. Et alors moi, j'ai jamais écrit de livre. Je suis en train d'écrire un petit manifeste justement pour le podcast, hem et j'ai même trouvé Joy aussi dans sa réaction. À un moment, elle fait: «Mais attends, tu parles du bébé là ou tu parles du livre?» En fait, j'ai j'ai eu l'impression à un moment que tu les mettais vraiment, ces deux éléments, sur le même pied d'égalité. Il y avait pas là, et toi qui es toujours très dans la nuance, là, j'ai l'impression qu'il y avait pas trop de nuances, et que tu mettais ça vraiment comme 2 choses qu'on pouvait comparer, clairement 2 choses, égales. Et je pense que, cette vision-là, quand tu seras vraiment père, changera. Et je comprends la métaphore qu'il y a derrière, effectivement, le livre, qu'on accouche d'un livre, que voilà, après le livre, il va vivre, tout ça. Je comprends très bien la métaphore, mais j'ai trouvé que dans tes propos à ce moment-là, il y avait peut-être, il y avait pas encore, cette nuance qu'il pourra peut-être y avoir dans un an si on refait ce podcast. Je voulais avoir ta réaction là-dessus. Ouais, je suis désolé d'avoir donné cette cette sensation-là parce que je suis, à 1000 d'accord avec toi. Il y a aucune comparaison possible entre un livre et un bébé. C'est-à-dire que je sais d'ores et déjà, même si je ne l'ai pas vécu, mais je suis en train déjà enfin, je veux dire, je mets les mains sur le ventre de ma Joy. Je suis déjà papa, en quelque sorte. C'est-à-dire le bébé, il est déjà là, je le sens bouger et Mmh. cetera. Ça m'émeut aux larmes à chaque fois, je sais déjà que déjà là, il y a le livre sur les émotions qui vient de sortir, j'ai écrit le livre de l'Hormèse qui va sortir aux éditions Trédaniel, dans l'année. Je suis super content de ça. Mais ça ne c'est à des encablures de me faire vibrer comme me fait vibrer l'idée même de devenir papa. Donc si j'ai donné cette image-là, cette perception dans mes propos, j'en suis bien désolé, c'était vraiment pas le but. Je pense que l'amalgame enfin, bah, l'amalgame, mes propos peuvent être entendus comme tu l'as entendu, parce que je parlais de notre besoin de transcendance, notre besoin de dépasser notre condition de mortel, de laisser un héritage, de laisser quelque chose qui nous survit et que en ce sens, oui, les livres nous survivent, ce que nous disons, ce que nous faisons, comme on le comme c'est dit dans le film Gladiator, ce que nous faisons dans cette, vie résonne pour l'éternité. Heu, Quand on laisse un livre, on laisse quelque chose pour la postérité. Donc ça, c'est vrai, ça nous survit, ça dépasse notre condition de mortel. Et quand on fait mais l'exemple, heu, magistral, c'est évidemment de laisser un bébé. C'est évidemment d'engendrer la vie. Mais ce n'est pas du tout pour les mettre sur un même pied d'égalité, hein, pas du tout. Donc voilà, tu as bien fait de rectifier, enfin de m'interroger sur ça parce que il faut rectifier en effet les propos quand ils semblent être, désaccordés. Ouais, ça m'avait un petit peu, fait un peu bizarre, quoi, mais voilà, c'est Ouais. bien que tu rectifies effectivement sur le côté transcendance et le côté, voilà, héritage qu'on va laisser. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans ta paternité, et tu disais effectivement que voilà, le bébé n'est pas encore là, mais tu es déjà père. À partir de quel moment est ton père, ou voilà, comment, quand la graine est semée, avant, après, enfin, à la naissance? Et Voilà, oui. enfin, ça, voilà,
j'aimerais que tu ouais, si tu peux nous raconter un peu, justement, ta vision et ta préparation de cet événement d'être père. Peut-être nous rappeler, peut-être déjà, quand est-ce qu'est prévu, du coup, quand est-ce que tu vas être officiellement père, on va dire? Dans plus ou moins un mois, Heu, hein, plus ou moins un 1 mois. mois? Ah donc c'est très, très bientôt. Écoute, concernant la préparation, je pourrais répondre de 2 manières. Je pourrais dire qu'il y a eu une non-préparation, comme il y a eu une préparation depuis toujours. C'est très difficile. Heu, c'est comme quand il y a eu le covid en France. Quand il est arrivé, confinement et cetera, et qu'on a senti que toute la société se transformait et que c'était un peu un état de guerre, tu vois? Avec des oppositions d'idées, avec un confinement comme un couvre-feu, de guerre, tu vois? Où il est interdit de sortir et cetera. Hem, moi, je me suis dit: «Ah, enfin!» Tu sais, je me suis frotté les mains. «Enfin, c'est maintenant. Enfin, c'est maintenant, je vais pouvoir mettre en place tout ce que j'ai préparé depuis toujours, en fait, le renforcement». Je m'étais préparé depuis toujours pour ce genre de moment-là, ce genre d'épreuve. Enfin, on va me tester. Tu vois? C'est comme un sportif qui s'entraîne, qui s'entraîne, qui s'entraîne pour le jour de la compète et enfin, c'est le jour de la compète. Donc il est à la fois excité, à la fois stressé, mais bon sang, il va pouvoir montrer à tout le monde et à lui-même, les résultats de son entraînement. Donc moi, la paternité, je la vois comme ça. C'est-à-dire que ça fait des années que je parle de d'incarner ses valeurs. Ça fait des années que j'essaie de transmettre une philosophie de la vie. Ça fait des années que, j'œuvre dans le monde du développement personnel, dans le monde de la santé, dans le monde sportif et cetera. Si cela n'avait pas pris la forme de la paternité, je pense que ça aurait été c'est pas que ça aurait été en vain, mais j'aurais pas participé aux Jeux olympiques, quoi. Là, je vais participer aux Jeux olympiques et ça fait depuis toujours que je m'y prépare. Donc Heu, j'ai envie de dire, si on me demande: «Tu as fait quoi pour la préparation et cetera?» J'ai envie de dire: «Bah, rien, je suis pas préparé» et en même temps, je me prépare depuis toujours. En même temps, je me prépare à accompagner au mieux, un peu depuis toujours, tu vois? L'accompagnement, et même si c'est un accompagnement qui n'a rien à voir, c'est une autre aventure, et cetera. Mais pour moi, c'est le bouquet final de tout ce que j'ai mis en place ces dernières années. Donc voilà, ça c'est pour l'aspect un peu long, le temps long. Maintenant, le temps court. Est-ce que, on a préparé la maison? Est-ce qu'on a préparé les habits du bébé? Est-ce qu'on a préparé tout ça? Les choses très matérielles et cetera? Oui, oui, évidemment. Là, je suis chez ma maman. Pour l'instant, il y a des travaux, dans ma maison dans les Hautes-Pyrénées, pour bien que la chambre du bébé soit comme ci, comme, voilà, les travaux, quoi. Les maçons, et les électriciens sont en train de tout préparer à la maison. Hem les mamies, ont préparé tous les habits possibles et imaginables. On parle de la nourriture, de préparer des plats à l'avance, et des choses bien fraîches, et cetera. On parle déjà de l'école. Où? En France, pas en France. Est-ce qu'on part à l'étranger? Est-ce qu'on va dans une école alternative, et cetera? Bon, voilà, on parle déjà de tout ça, donc si tu veux, la préparation aussi mentale se passe par le dialogue et tout ce qui est très matériel a plus ou moins déjà eu lieu. Qu'est-ce qui nous aurait, qu'est-ce qui nous resterait à acheter? Peut-être, comme on veut faire du cododo, qu'on va mettre le bébé, avec nous dans le lit, mettre, je sais pas comment ça s'appelle, mais des espèces de lits qui se rattachent au matelas là, Ah ouais, le lit dodo, ouais. oui, le lit cododo, bah, voilà. Allez, peut-être qu'il y a ça à acheter encore, pour te dire, Bah, la pour te préparation pour se te passe. lancer un petit p pour te lancer un petit peu dans c'est un peu, ma deuxième question, c'est plus sur le côté effectivement préparation et un peu matériel comme tu dis. Enfin, demain sort mon épisode 4 où j'interviewe moi-même ma femme Trop et bien. on parle notamment du sujet qui lui est cher, de l'accouchement naturel et de l'allaitement. Oui. Et donc je voulais voir effectivement vous, quelle vision, tu avais du moment, du jour J là, plus précisément de l'accouchement. Est-ce que vous avez déjà décidé enfin là, à 1 mois près, donc je pense que vous avez déjà décidé. Est-ce que vous allez décider, d'accoucher à la maison, d'accoucher classiquement à l'hôpital, un accouchement naturel? Quelle est ta réflexion et sur ce point-là précis? Ouais, c'est vachement intéressant qu'on passe du temps là sur le sujet de l'accouchement. Il se trouve que la maman de Joy a été sage-femme une grande partie de sa vie aux Philippines, parce que Ah, Joy est d'origine philippine. Sa maman était sage-femme. Quand elle vient en France,
au milieu de sa vie, quand elle avait 30-40 ans, quoi. En fait, les diplômes n'avaient pas d'équivalence. Donc elle pouvait pas devenir sage-femme en France. À sa grande, voilà, à son grand désarroi et donc elle s'est mise à faire, le ménage comme beaucoup de femmes, voilà, qui viennent d'autres pays et qui n'ont pas d'équivalence pour leur diplôme. Bon, il se trouve que c'est une fédulogie, donc elle a tout de suite, eu, beaucoup de succès dans son métier, et elle aime vraiment, faire, rendre une maison belle. C'est-à-dire que si tu passes du temps avec la maman de Joy, elle est incroyable dans ça. Donc c'est souvent sous-estimé, ce côté fédulogie, mais je trouve que c'est un métier, fabuleux. Prendre soin de la maison de quelqu'un d'autre, c'est pas anodin. Bref, j'espère que l'intelligence artificielle ne remplacera pas ça parce que prendre soin de sa maison, de son foyer, c'est pas anodin, hein, c'est pas anodin. Bref, elle pouvait plus être sage-femme. Donc évidemment, quand le jour où sa fille est enceinte, Joy n'a pas de comment dire? D'affinité particulière avec les hôpitaux, pour le dire simplement. C'est pas son truc, c'est pas son truc. On peut le comprendre, donc quand je dis ça, c'est vraiment pas à l'encontre du personnel hospitalier qui fait de son mieux, mais je pense que le système hospitalier en France avec, des murs, blancs, pas de très peu de contact avec la nature, et cetera, est vraiment à remettre en cause. Mais bref, donc on est parti sur l'accouchement à la maison, accouchement naturel à la maison. Hem, Au début, la maman de Joy était, donc partante pour le faire. Ça soulageait Joy parce que c'est bon, c'est maman qui le fait, pas besoin de trouver de sage-femme et puis voilà, c'est ma maman, quoi. Mais vers le 6e mois, sa maman nous dit: «Écoutez les petits amis, j'ai bien réfléchi. Le fait que ce soit ma fille, quand même, ça me met une grosse pression et ça fait longtemps que je l'ai pas fait, l'accouchement, ça fait, 30 ans que je l'ai pas fait, même si j'en ai fait des centaines aux Philippines et dans des conditions complètement rocambolesques parfois. Là, j'aimerais bien être accompagné d'une deuxième sage-femme, qu'on soit 2. Donc autour du 6e mois, peut-être un peu avant, on a cherché une sage-femme qui fait l'accouchement à domicile et c'était pas simple. Dans la région Ah oui, là, de c'est trouver ça, c'était pas simple. mmh. On en a trouvé une qui est fabuleuse, qui habite à 1 heure de route, 40 ans d'expérience, elle a tout vu, elle a tout vécu, elle, heu, elle te déconstruit toute l'image qu'on se fait de l'accouchement comme étant un truc, une épreuve terrible. Je Mmh. disais: «Beh non, le bébé, vous savez, il sort quand il sort, il y a pas de problème. Tu veux accoucher dans telle position? Dans une baignoire, sur un ballon, debout, assise. T'inquiète pas ma cocotte, tout va bien. Tu te mettras comme tu veux. Tu vas pas pousser, le bébé, il va sortir normalement, naturellement. T'inquiète pas, on sera là, on sera 2, heu, et cetera, et cetera. Tu besoin d'aller à l'hôpital? On ira à l'hôpital, il est à 5 minutes de route. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer». Donc elle l'a complètement rassuré. Elle nous a super bien préparés par, l'aspect, émotionnel, tu vois? En disant: «Vous inquiétez pas, j'ai fait ça toute ma vie», donc tout ça pour te dire que l'accouchement, il va être à la maison, naturel, ça peut être, il y a 2 baignoires maison, donc ça peut être, à la dans le bain ou bien, sur le lit ou bien assis ou bien voilà, il y a pas de préférence comme ça, et par 2 sages-femmes dont la maman, de Joy. Voilà. Ah ben, c'est super beau déjà qu'effectivement qu'elle puisse impliquer sa maman qui en plus était sage-femme donc ouais, ça c'est vraiment chouette et puis, bah, l'accouchement naturel ça ne m'étonne pas du tout de ce choix-là et je le partage et le comprends, totalement. Pour Mmh. avoir vécu, bah, ce qu'on raconte dans l'épisode 4, nous on a vécu l'accouchement, à la maternité et après l'accouchement naturel et bah, effectivement ça change tout. Hem et oui et remettre un petit peu le focus sur tu disais les fédulogies et moi j'aime bien mettre aussi en avant ce travail de sage-femme, de doula qui sont vraiment là pour, accompagner et surtout remettre en confiance, bah, les femmes notamment, mais les hommes aussi un petit peu, mais surtout remettre, le focus sur la femme, qu'elle est capable de faire ça, que c'est dans Ouais. sa puissance, que c'est dans sa nature de donner la vie et que ça va se faire, voilà, ça va se faire normalement, simplement et enlever aussi moi j'aimerais bien déconstruire dans ce podcast cette image de qu'on a un peu dans tous les films, que la femme elle souffre à la mort, qu'elle est obligée d'être sur Mmh. le lit, que voilà, c'est ces images souvent qui sont véhiculées dans les films d'un accouchement, que ce soit forcément traumatique et
est difficile alors que oui, il y a de la douleur, mais voilà, on sait pourquoi elle est là, on sait que Mmh mh. c'est normal et voilà. Donc ouais, Mmh. merci de remettre en avant, C'est à ça moi de te remercier. C'est à moi de te et puis ouais, remercier. c'est très beau d'avoir, que Joey puisse avoir sa mère, avec elle, je trouve ça vraiment, vraiment chouette. Ma prochaine question, c'était, plus par rapport à la vision du père aussi. C'est aussi quelque chose, que j'aime un peu déconstruire, le papa, classique, qui voilà, qui doit juste avoir un job et qui s'occupe pas trop des enfants, qui délègue quasiment tout à la femme. J'exagère un peu le trait, mais c'est souvent encore comme ça. Toi, comment tu imagines, comment tu vois ta place, d'homme et de futur papa dans, dans ta vie maintenant? Est-ce que tu appréhendes un petit peu? C'est une question un peu large. Comment tu appréhendes les changements que ça va créer, dans votre vie? Et c'est pareil, ça, c'est une question où tu vas répondre maintenant et je serais très curieux d'avoir ta réponse dans 1 an, où je suis sûr qu'elle sera totalement différente. Ouais, j'en suis sûr aussi. L'appréhension, tu me connais, j'ai déjà je me suis déjà construit une vie de liberté. Donc, j'ai pas un boulot qui me prend 8 heures par jour, je n'ai pas d'obligations, professionnelles particulières, tout roule pour moi, j'ai une sécurité financière, j'ai une entreprise qui tourne entre guillemets «toute seule», sans que je lui fournisse d'efforts et j'ai, préparé l'arrivée du bébé en automatisant tout. Énormément de choses préparées à l'avance, énormément. Les newsletters que j'envoie régulièrement, que tu lis, j'en ai préparé beaucoup à l'avance, pour que vraiment, au moins les 3 premiers mois de la naissance du bébé, je sois pas obligé d'être sur tous les fronts. Tu sais, quand on fait mon travail d'être une personne publique finalement qui prend la parole, on se vend soi-même. C'est-à-dire on devient un peu pour le dire, brutalement, on devient le produit. Ouais. C'est-à-dire j'incarne ce que j'essaie de transmettre. Donc, c'est à la fois, encore une fois, une grande liberté, mais une grande liberté implique forcément de très grandes responsabilités. Spider-Man. Exactement. Quand le petit oisillon quitte le nid, c'est-à-dire il veut prendre son envol, il veut prendre sa liberté, tout d'un coup, toutes les responsabilités de la planète lui tombent sur la figure. Il doit se nourrir tout seul, il doit voler tout seul, il doit tout faire. Donc prendre sa liberté, ça veut pas dire: «Je fais ce que je veux». Au contraire, prendre sa liberté, ça fait ouvrir les yeux sur les responsabilités de la vie. Donc j'ai une très grande liberté et donc j'ai des très grandes responsabilités d'ores et déjà. Et je pense que le bébé va me rajouter encore plus ça, va accentuer, va appuyer sur le même bouton, mais le bouton, il va le faire grandir, grandir et grandir et il va appuyer encore plus fort. C'est-à-dire: «Tu dois être le super papa qu'on attend, que j'attends de toi». Alors que pour l'instant, j'étais le super papa dans une catégorie pour une catégorie d'audience dans la société. Super papa entre guillemets, hein, j'étais pas papa, mais j'étais, tu sais comme c'est un mode de transfert quoi, les gens qui te suivent, qui sont tes élèves et cetera. Il y a un peu un transfert, un peu de paternité. Mmh. Quand tu accompagnes, quelqu'un, pendant, 18 mois dans le centre de l'Hormèse par exemple, mes élèves, je vois bien qu'ils viennent vers moi comme un petit peu vers un papa. Bon bref, passons. Donc j'anticipe ça, de cette manière-là. Mais j'en suis extrêmement heureux. Moi, j'adore endosser ce rôle de mentor, accompagnateur, incarner ce qu'il dit, qu'il y ait pas de différence entre le message et le messager. Mais d'un autre côté, les choses un peu plus, du quotidien, je me prépare déjà psychologiquement à des nuits pourries, voilà, le manque de sommeil. Je me prépare déjà psychologiquement à ce que toutes mes routines volent en éclats. C'est-à-dire, mes trucs habituels, lecture, sport, recherche, études, gna gna gna, balade à telle heure, tout ça. Ça, je me suis déjà dit: «Tout va voler en éclats», mais tant mieux. Enfin, heu, encore une fois pour me répéter, mais les moments les plus chaotiques de ma vie, c'est là où j'ai le plus appris. Le covid, les confinements, quand je suis parti sur Porrima, au Japon pendant 40 jours, bah, évidemment, j'allais être prisonnier d'un bateau de 50 m² de surface, sans pouvoir bouger, sans pouvoir faire mon sport, sans pouvoir manger ce que je veux et cetera. Moi qui suis si attaché au bien-être et aux routines qui sont voilà, en ayant mal au cœur toute la journée parce que ça tangue, et cetera. J'y suis allé volontairement.
C'est-à-dire, je savais que ça allait tout me péter, quoi. Et pourtant, j'ai gratté du papier et gratté du papier. J'ai appris énormément sur moi-même dans ces moments qui étaient très difficiles. À la fois difficiles et à la fois joyeux. Pour reprendre notre cher Franceschi, les voies ascendantes sont ardues par nécessité, mais joyeuses par essence. C'est-à-dire, c'est ardu, mais d'un autre côté, c'est ardu et tu te donnes à fond et donc c'est joyeux. Et ben, la paternité, je la vois un petit peu comme ça. Je vais en baver, tout le monde me le dit. Et, ah, tu sais pas, ça va être terrible. Ok, bring it down. Amenez-moi ça. Amenez-moi ça, amenez-moi ce mur à monter, parce que je sais que c'est aussi à l'image de la vie elle-même. C'est dur. Ben ouais, la vie c'est dur. C'est pas un spoiler. C'est pas vous révéler la fin de l'histoire que la vie c'est dur. On sait tous que la vie est dure. Donc il faut embrasser les difficultés de la vie parce que il y a tout le merveilleux à l'intérieur. Et je pense que avoir un bébé, c'est le paroxysme de ça. Donc voilà, pour la préparation mentale de devenir papa, je suis là-dedans. Je suis OK. Et tout le monde me dit: «Tu peux pas te préparer parce que ça va être imprévu, tu peux pas savoir ce que ça va faire et cetera». Bah, donc je me prépare pas. Mais comme pour répondre à ta première question tout à l'heure, en fait, je me suis préparé toute ma vie à ne pas me préparer. Je suis préparé toute la vie à vivre l'imprévu. C'était ça, en fait, l'hormèse, le message premier de l'hormèse. C'était: «Il va y avoir des choses imprévues dans la vie, vous allez en bénéficier. C'est que c'est parce que c'est imprévu, vous allez grandir». Donc vous me dites que c'est imprévu? Eh bah, OK, je me prépare pas, mais vous savez quoi? Je suis déjà préparé à l'imprévu. C'est comme ça que je vois la chose. Ouais, j'adore cette vision. Effectivement, tu compares à ce que disait, Patrick Franceschi, les chemins ascendants et le chaos et c'est un enfant, c'est complètement ça. Ça va effectivement, casser tes routines, mais tu vas pouvoir les reconstruire encore plus fort, et surtout avec, lui ou elle d'ailleurs. Je t'ai Ouais. pas demandé, tiens, si vous avez fait le choix Non, d'avoir la c'est la surprise. surprise. Ouais, on Voilà, sait j'ai pas. fait le choix d'avoir la surprise. Donc voilà, et quand tu vas reconstruire tes routines en intégrant, ton bébé, ben, elles seront encore plus fortes, encore plus puissantes et effectivement, ça va être, encore mieux, quoi. Ouais, j'ai l'image, je sais pas pourquoi, d'un papa qui fait des pompes avec ses enfants sur le dos. Et oui et puis tu dis que tu es pas préparé, mais en fait, tu es préparé depuis toujours et c'est la plus belle des préparations, en fait, Mmh. pour moi. Mmh. Hem Et c'est ce qu'on a essayé de transmettre aussi dans l'épisode, d'avant avec Anita, c'est qu'en fait, une fois que tu as l'action, une fois que, voilà, tu as l'information, tu la transformes en connaissance et puis là après, ben, après, l'événement arrive et tu es le plus près que tu pouvais être et tu gères le chaos comme avec les valeurs, avec les socles que tu as et c'est la meilleure façon pour moi de le gérer parce que tu as déjà une grande partie de la entre guillemets «de la théorie». Mmh. Tu sais ce que tu vas devoir faire pour mettre en pratique, mais tu sais pas comment va être la pratique. Mais au moins, tu sais que voilà, ça va être top Mmh et que mh ça mh. va être joyeux. Oui, je voulais rebondir sur ça. Effectivement, c'est ouais, c'est le paroxysme de la joie, voir son propre bébé, le voir grandir, le voir évoluer, le voir, découvrir le monde. Oui, oui, c'est clairement le paroxysme de la joie et ça peut, pour nuancer, ça va être perturbant, ça va être challengeant, mais ça peut ne pas non plus être non plus, traumatisant, avoir des nuits trop pourries trop longtemps. Ça peut bien se passer. Il y en a qui dorment, bien dès le début, notamment en cododo, quand la maman prend ça, le père peut, refaire assez rapidement des nuits, correctes et être en forme la journée. Ça peut aussi bien se passer. Faut Mmh. aussi enlever cette image que voilà, ça va être trop difficile ou très difficile parce que moi, à l'inverse, mon frère, par exemple, il veut pas d'enfant, tu vois? OK. Et ça, c'est pour des raisons plus ou moins écologiques ou enfin, ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment du mal à comprendre et c'est des sujets, des fois, un peu, voilà. Donc j'ai Mmh. aussi un peu envie de dire que ça peut ne pas être, enfin, c'est perturbant, c'est changeant, ça fait tellement évoluer et puis c'est surtout tellement de joie et de Mmh mh. bonheur que je trouve ça dommage, pour des raisons écologiques plus ou moins fondées, de se priver de ça, quoi. Voilà. C'est ça, j'aurais du mal à enfin, il faudrait du temps pour déconstruire les arguments, pour réfléchir à tout ça.
Mais, tu sais, pendant la retraite de l'Hormèse à laquelle tu as participé, il y avait une phrase que je martelais un petit peu, c'est, «On ne peut voir que ce que la théorie permet de voir». Et pour moi, un cerveau reste jeune quand il est capable de faire, d'adopter un nouveau point de vue. Il est capable de considérer un nouveau point de vue. Et si on a implémenté dans l'esprit, des personnes en 2025, surtout en Occident, que, il fallait, pour préserver l'écologie, prendre moins de bains et prendre des douches, ne faire plus d'enfants, moins d'enfants, manger moins de viande, et cetera. C'est on est arrivé à vraiment un système, heu, qui qui balance des intox, comme on dit, des fausses informations basées sur une théorie. Une théorie. OK? C'est un point de vue ça, hein. Ce n'est pas la vérité. C'est un point de vue. Il faut être capable de considérer les autres points de vue. OK? La vision de l'écologie telle que les rapports du GIEC le font, c'est un seul point de vue. Mais personne sait ce que c'est l'écologie. Est-ce que vous croyez vraiment qu'on comprend le fonctionnement d'une planète déjà? Rien que ça. La nature. Vous pensez qu'on comprend totalement le fonctionnement de la nature? Et d'une compréhension complètement lacunaire, on en a découlé l'écologie. Donc sur un truc qu'on comprend pas, on en fait, une toute une politique. D'ores et déjà, faut se dire: «Mon raisonnement là, il est biaisé fortement». Est-ce qu'il y aurait pas d'autres points de vue possibles? Tu vois? La fin de l'énergie, la fin des les ressources rares, et cetera, le monde catastrophique, l'apocalypse en 2050, où on se tire tous dessus et c'est Mad Max. Ça, c'est un point de vue. Considérons les autres. Est-ce qu'il n'y a pas des vues beaucoup plus joyeuses et optimistes, heu, que je pourrais considérer? Je ne dis pas que je les adopte tout de suite, mais considérons-les. Encore une fois, on ne peut pas voir autre chose que ce que notre propre théorie permet de voir. Donc il faut adopter, voir pour voir si d'autres théories nous permettent pas de voir des choses. Et là, j'espère, j'appelle ça de tous mes vœux, que ton podcast et les autres podcasts qui existent sur la paternité et la parentalité vont inspirer les gens qui pensent que faire des enfants, c'est pas bien, parce que c'est pas bon pour la planète, vont inspirer les gens à désinstaller ce logiciel de leur tête, qu'il n'y a rien de plus faux. La vie est faite pour être, répliquée. C'est l'essence même de la vie. L'essence même de la vie, c'est d'être répliquée. Il y a une définition que j'aime énormément, que j'ai mis dans mon livre sur les émotions, qui est la définition de la beauté, qui est une autrice qui s'appelle Scar, si je ne me trompe pas, qui avait dit que la beauté, quand l'œil voit le beau, la main veut le reproduire. C'est-à-dire que la beauté, ce serait la chose qu'on a envie de reproduire, de répliquer. Mais c'est ça qu'on essaye de faire quand on se réplique soi-même. C'est que c'est fondamentalement beau. OK? Et si on nous enlève ça, on nous enlève le merveilleux dans la vie. On nous enlève la vie dans la vie. Et là, on peut perdre vraiment le sens de notre existence. Donc, désinstaller le logiciel de la peur. La peur de: «Ah, je vais assassiner la planète si je fais un enfant», mais au secours, arrêtons les bêtises. Arrêtons les bêtises. Mmh. Ben, merci pour ce message et ta belle contribution. J'espère effectivement que ça pourra aider mon frère et peut-être d'autres à désinstaller ce logiciel. Ouais, c'était puissant. Est-ce que là, c'est un peu une question, où on se projette dans justement dans dans le fait d'avoir des enfants et que tu vas devenir père. Et est-ce que vous avez déjà imaginé avec Joy, par exemple, combien d'enfants vous voulez une fois que vous en aurez un? Est-ce que tu as déjà une idée précise que tu veux une famille nombreuse? Tu vas t'arrêter à un, tu laisses, se porter? Comment tu toi, de maintenant, Ouais. du coup, tu imagines ce futur de père? Est-ce que tu as eu toi, tu as 2 un frère, une sœur, je crois, donc tu as aussi un peu famille nombreuse. Est-ce que c'est un schéma que tu as aussi envie de reproduire pour toi-même ou tu te dis: «1, ça sera déjà pas mal, on va voir comment comment ça va se passer déjà avec un». Quelle est ta vision un peu là-dessus? C'est pas facile, hein, parce que, Mmh. comme tu l'as dit tout à l'heure, je vais avoir, des chamboulements. Tout va être chamboulé et on peut pas anticiper, la paternité. Hem, mais pour te donner mon état d'esprit là, on est le 10 mars, à un mois de devenir papa. Heu, je ne me vois pas je ne me vois pas comment dire? Je ne me vois entouré que de plusieurs enfants.
en effet. Je te dis ça et si on me dit: «Tu en auras qu'un», je dis: «Mais c'est génial!» C'était déjà extraordinaire, c'est déjà la chose la plus merveilleuse au monde, voilà. Je veux d'abord, savourer, pleinement le fait d'avoir un bébé. Je vais pas tout de suite me dire: «Ah, j'en veux 5. Mais je taquine souvent Joy en me disant, je lui envoie des images, tu sais, des vidéos sur Instagram, où tu as des animaux qui se baladent avec une ribambelle de petits, tu sais? Et les petits sangliers qui ont tous les marcassins derrière. Je dis: «Ah, c'est nous», tu vois? Je dis: C'est toi bientôt», et cetera. Et mais bon, c'est la maman qui doit porter, les petits et c'est aussi quand même, 9 mois d'une aventure qui est très belle. Bien sûr, la grossesse, c'est extraordinaire, enfin, on se rend pas compte. On s'en rend compte sur le moment et les gens, on le voit dans la rue, qu'ils s'en rendent compte et Joy me faisait cette réflexion il y a au milieu de la grossesse, vers peut-être le 4e, 5e mois, quand le ventre commence à se voir, et que les gens commencent à se comporter différemment. Tu sais, d'un coup, ils lui laissent la place, d'un coup, ils s'écartent, d'un coup, ils la considèrent et cetera et il me dit: «Ah, enfin, enfin on respecte la vie». Tu sais? Elle me dit: «Enfin, j'ai l'impression qu'on respecte la vie». Et c'est vrai, sa réaction était très juste. Pourquoi on respecte pas la vie tout le temps comme ça? La personne qui est en face de vous, ça a été un bébé pendant un moment. La grand-mère qui traverse, ça a été un bébé. Tout le monde est un être humain. La vie, elle est partout. Pourquoi on la respecte pas autant? Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Heu, Pourquoi tout d'un coup, il faut qu'il y ait un moment, juste 9 mois là, dans l'existence humaine où: «Ah oui, c'est vrai, c'est important». Ben non, quand tu t'allumes une clope, tu détruis la vie et c'est la même vie, hein. C'est le même mouvement dynamique qui a créé la vie, que tu es en train de détruire par, cette action délétère. Donc pourquoi tu le respectes pas alors que tu le respectes à un moment de ça nous renvoie en fait nos comportements qu'on nous demande, hem, non fondés, du quotidien moderne. Donc bref, plusieurs enfants, je pense, très sincèrement, je pense, mais s'il n'y a pas plusieurs enfants et qu'il y en a qu'un, je serai le plus heureux des papas. Pour conclure un petit peu cette bel échange, est-ce que, donc toi, tu t'es préparé, on va dire, toute ta vie à ce moment-là, mais dans cette préparation-là, est-ce que tu as des ouvrages, des podcasts, des livres, des choses qui t'ont inspiré dans cette préparation-là à devenir père? Voilà. Alors, par où commencer? Quand je dis que je me suis préparé à ne pas être préparé, c'est-à-dire je me suis préparé toute ma vie à vivre des moments où je ne serais pas prêt. Eh bien, je ne peux que remonter, en fait, à toutes les épreuves de ma vie parce que j'étais pas préparé à perdre mon père, à ce qu'il soit malade. J'étais pas préparé à vivre, des deuils, j'étais pas on n'est jamais préparé à vivre des blessures, des accidents et cetera. On n'est jamais préparé aux choses de la vie, en fait. On peut que embrasser le fait que la volatilité fasse sens. Il faut embrasser le fait que la vie, c'est volatile, donc fondamentalement imprévu, mais ça doit pas nous déstabiliser. On doit être OK avec ça. Et si on est OK avec ça a priori et pas a posteriori, c'est-à-dire avant que ça advienne, on dit: «Je suis je suis OK avec le fait que des choses imprévues vont se passer et que je ne serai pas prêt». En fait, on se met sur le chemin ascendant dont parlait Franceschi. Maintenant, les lectures qui ont pu, heu, confirmer ce ressenti profond que j'avais depuis, voilà, ma vingtaine quoi, parce que j'ai perdu papa quand j'avais 25 ans, sont clairement la transmission de Taleb, à travers Antifragile, à travers Le Cygne noir. Nassim Nicolas Taleb, il a écrit Incerto, donc c'est un ensemble de recueils avec le livre Procuste qui sont fondamentaux. Mais Taleb m'a ouvert la porte, même si j'avais la notion d'hormèse, en niveau biologique, Taleb m'a ouvert la porte de plein de choses. Tout d'abord, l'aspect probabiliste dans les sciences, hem, qu'on retrouve en physique quantique, l'aspect, de la théorie du chaos, et des formes fractales chez avec Mandelbrot, qui était son professeur en mathématiques. Hem Et le fait que, et pour aller plus loin en physique quantique, ça m'a fait aboutir au cubisme qui s'écrit QBISM. Tout ça pour vous donner des pistes. Vous pouvez rentrer par la porte des lectures par Taleb et Taleb vous donnera, parce qu'il est très bon, donnera des pistes
par rapport à votre sensibilité. Vous pouvez soit partir du côté philosophique avec les stoïciens dont parle Taleb. Il y a des vrais stoïciens qui embrassent la volatilité. Pardon, les vrais philosophes qui embrassent la volatilité, ce sont les stoïciens. Donc vous pourrez lire, si c'est plus la philosophie qui vous parle, Épictète, Sénèque, Marc Aurèle, Franceschi, voilà, qui vous voulez chez les stoïciens. Si c'est plutôt l'aspect scientifique, euh, embrayer sur, par exemple, la théorie du chaos. Et si c'est plutôt la physique quantique qui vous parle, vous allez pouvoir lire Michel Bitbol, par exemple. Si c'est davantage la biologie, vous allez pouvoir aller voir du côté de Umberto Maturana et Francisco Varela, comment ils ont compris que les phénomènes non linéaires donnaient naissance à la dynamique du vivant. C'est-à-dire, phénomène non linéaire, c'est justement la volatilité et l'imprévu dont on parle là. Et c'est ça qui fabrique le vivant. C'est-à-dire que le vivant, une cellule ou bien un organisme humain, est toujours en train de s'adapter à un environnement qu'il ne peut pas prévoir en totalité. Il y a des choses imprévues, donc il est adaptable. Et c'est parce qu'il est adaptable qu'il est résilient, antifragile, hormétique, ce que vous voulez. Donc la biologie, la philosophie, les sciences dures, la physique quantique, toutes reviennent à ce principe même de volatilité, d'embrasser l'imprévu, que c'est comme ça qu'un organisme croît, et c'est comme ça que nous aussi, mentalement, on peut connaître une véritable croissance ou un développement personnel, comme on dit de nos jours. Donc voilà, partez Mmh. dans toutes les lectures que j'ai proposées. Et j'ai envie de dire, avec tout ce que tu as cité, si vous voulez un petit condensé et retrouver tous les auteurs que tu as cités, ben, allez découvrir, le livre des émotions de Pierre. Il s'inspire de tous ces grands monsieur et il nous en fait une synthèse et un nouveau point de vue sur les émotions. Je l'ai pas encore fini, je l'ai commencé, C'est mais vrai? voilà. Ah, merci. Trop content. Merci Aurélien. Je serais content d'avoir ton retour à la fin. Voilà, allez lire ce livre. Et puis sinon, si les propos de Pierre vous ont inspiré autant qu'il m'inspire, bah, on peut le retrouver un peu partout sur les réseaux, sur sa chaîne Verisme TV, sur ton centre de l'Hormèse, ton mentorat maintenant. Voilà. Je sais pas si tu veux dire un Mhm. mot un peu, si j'ai oublié quelque chose sur où tu voudrais Non, qu'on te c'est très retrouve. bien. Le centre de l'Hermès, donc c'est hermès.com. Voilà, il y a juste ça. Sur hermès.com, vous trouverez tout. La rubrique livre, vous trouverez le manuel émotionnel. La rubrique mentorat, vous trouverez le mentorat. Il y a la newsletter gratuite, vous pouvez vous y inscrire. Et puis en effet, la chaîne YouTube. En effet, la chaîne YouTube Verisme TV. Voilà. Ok. Et en dernière petite question, pour finir, est-ce que tu aurais un papa qui t'a inspiré ou pas forcément un papa, d'ailleurs ça peut être un homme, mais plutôt privilégier un homme qui t'aurait Mhm. inspiré et que tu pourrais me conseiller pour une future interview sur mon podcast? Quelqu'un qui pourrait aussi inspirer, déconstruire un peu ce que je dis. Oui, évidemment, je pense tout de suite à mon grand ami Jérémy Coron. Ça pourrait être David Nicolas aussi, bien sûr, Menakama. David, c'est prévu. David, c'est prévu. Ça, c'est génial. Bah, prends Jérémy alors. Prends Jérémy, il adore être pris en plus. Donc, prends Jérémy. Je l'ai vu avec ses enfants. David aussi, je l'ai vu avec ses enfants. C'est vraiment des papas qui m'inspirent. C'est vraiment, bon, évidemment, ce sont mes frères, mais c'est des papas très, très inspirants. Donc, Jérémy sera un super invité. Ok, cool. Mhm. Eh ben, merci de cet échange, de m'avoir accepté cette belle interview. Je pense qu'il y a quelques pépites, quelques clés, en tout cas quelques pistes de réflexion très intéressantes. Merci beaucoup Merci à toi, Aurélien. pour cette Grand plaisir. invitation. Et j'ai envie de te dire, on la refait dans un an, quoi. Voilà, exactement. Ah, avec grande joie. Vraiment. Et longue vie à ton podcast, c'est une super chose. Je suis très fier de toi. Je suis trop content. Bravo. Bravo pour ça. Ben, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode de Cœur de Papa. Une des personnes qui m'inspire, c'est Pierre Rabhi, avec la légende du colibri. Chacun fait sa part. Alors partage-moi tes idées, tes réflexions, tes envies de prochains sujets, tes expériences. C'est ta manière, à toi d'apporter ta goutte d'eau à cette aventure. Et si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à lui donner une note 5 étoiles et à laisser un commentaire. Tes retours sont précieux. Ils nous aident à faire grandir cette communauté de pères engagés. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prends soin de toi et de ceux que tu aimes. Ciao!